Eh bien, je suis entièrement d'accord avec les analyses développées par François Asselineau, mais pas que lui, hein, par Vincent Brosseau, par Charles-Henri Gallois, bref, le corpus de l'UPR. Une candidature qui aujourd'hui me paraît impossible, que ce soit de François Asselineau ou que ce soit de n'importe qui de l'UPR pour pouvoir gagner en 2022, ça me paraît totalement illusoire. Il faut quand même partir des réalités. On sait qu'il va y avoir une candidature souverainiste. Alors, vous avez cité Onfray, ce sera sans doute pas lui, mais ça va être des gens autour. Hein. Voilà, tout ce qui se passe autour de Front Populaire, euh, c'est pas pour rien. Il y a des, je peux pas citer de nom, bien entendu, mais on sait bien qu'il va y avoir une candidature qui va mettre tout le monde d'accord sur au moins cette idée de pouvoir effectuer un référendum. Bonjour les amis. Pour la première fois, la chaîne C'est dans l'air vous présente une interview d'une personnalité politique. Jusqu'à présent, nous nous contentions de faire des compilations d'interventions sur le net ou plus récemment d'expliquer directement ce que nous pensions. Mais nous avions dans l'idée de procéder à nos propres interviews. C'est ainsi qu'il y a plusieurs mois, bien avant le confinement, j'ai sollicité un entretien avec François Asselineau. C'était logique, puisque je suis comme lui, et peut-être grâce à lui, partisan du Frexit. Comme Asselineau se plaignait d'être interdit de parole dans les médias et qu'il maudissait Marine Le Pen d'avoir dit qu'elle n'avait même pas daigné répondre à son invitation à sa soirée du Brexit, puisqu'il ne représentait moins que 3% aux élections, je m'étais dit qu'en toute logique, il accepterait de participer à une petite chaîne YouTube comme la nôtre qui ne comporte que 1040 abonnés. Un mois après ma demande, un membre du service courrier de l'UPR m'a répondu, très poliment, que cette requête avait été transmise à Monsieur Asselineau. Et depuis, silence radio. Il s'est passé bien des choses depuis. Une affaire de harcèlement de François Asselineau vis-à-vis de salariés de son parti, l'UPR, a fuité dans la presse. La majorité des membres du bureau national et de cadres de l'UPR s'est mise à contester François Asselineau du fait de ses frasques, mais aussi de sa gestion du parti. Certes, la vie sexuelle d'Asselineau ne regarde que lui, mais dès lors qu'elle concerne des salariés de son parti, elle peut rappeler les grivoiseries de Griveaux et nuire à ce parti. Cette affaire de mœurs est actuellement entre les mains de la justice. Mais pour tout dire, on s'en fout si Asselineau est un harceleur sexuel ou non. Il est mis en cause par la majorité des cadres de l'UPR pour sa mauvaise gestion de la marche vers le Frexit et pour ses mensonges sur le nombre d'adhérents de l'UPR. Pour se défendre, Asselineau a convoqué dans la précipitation un congrès des adhérents de l'UPR pour le 11 juillet, dans le but de se faire réélire président et d'éliminer les contestataires. Du coup, deux listes concurrentes se présentent contre lui, dont celle menée par Philippe Comte. Philippe Comte nous a accordé un entretien qui sera l'objet de la présente vidéo. Cet entretien a eu lieu chez lui à Tours
ce lundi 29 juin. Mais assez bavardé! Générique! Bonjour Philippe Comte, merci d'accueillir la chaîne C'est dans l'air dans votre demeure située dans la merveilleuse ville de Tours. Eh bien, bonjour à tous et merci de m'interviewer. Philippe Comte, tous nos spectateurs ne savent peut-être pas qui vous êtes. Pouvez-vous vous présenter et nous dire quand et pourquoi vous avez adhéré à l'UPR? Alors, j'ai adhéré, alors d'abord, j'ai 54 ans depuis quelques jours, je suis chef d'entreprise, je vis donc à Tours, comme vous l'avez déjà dit, dans cette belle ville de Tours. J'ai vécu 30 ans à Paris dans le début de ma vie, et donc ça fait 24 ans que je suis tourangeau. Alors pourquoi j'ai rejoint l'UPR? Eh bien, j'ai rejoint l'UPR après la crise grecque. Car jusqu'en 2015, j'avais l'illusion qu'on pouvait changer l'Union européenne de l'intérieur. Et la crise grecque, avec Tsipras et Varoufakis, m'ont démontré que non. Il était impossible de pouvoir penser à une autre Union européenne. Et donc, j'ai rejoint le seul parti qui avait une position claire sur le sujet. Donc, pour la sortie de l'Union européenne, le Frexit, bien sûr la sortie de l'euro, et aussi la sortie de l'OTAN, car j'ai toujours été anti-impérialiste. Vous vous présentez à la présidence de l'UPR lors du prochain congrès de ce parti qui se tiendra en juillet, ou peut-être plus tard, nous en reparlerons. Vous vous présentez contre l'actuel président fondateur, François Asselineau, qui avait été le candidat du Frexit à la présidentielle de 2017. Avant d'expliquer les raisons de votre démarche, pouvez-vous nous dire ce que vous pensez des analyses de François Asselineau concernant notre appartenance à l'Union européenne, à l'euro et à l'OTAN? Eh bien, je suis entièrement d'accord avec les analyses développées par François Asselineau, mais pas que lui, par Vincent Brosseau, par Charles-Henri Gallois, bref, le corpus de l'UPR. C'est la raison pour laquelle j'ai adhéré à ce parti. Et d'ailleurs, je n'ai pas de divergence de but du tout avec François Asselineau. J'ai une divergence de méthode, de stratégie pour arriver à ces trois sorties. Mais en ce qui concerne le but, bien, nous avons bien entendu le même, puisque nous faisons partie du même parti. Depuis le mois d'avril, il y a une crise à l'UPR. François Asselineau a été mis en cause dans une affaire de harcèlement. Nous ne parlerons pas de cette affaire qui est entre les mains de la justice. Mais vous l'avez dit vous-même, que François Asselineau soit coupable ou innocent, il ne pourra pas se présenter en 2022. L'affaire ayant fuité dans la presse, il ne pourra pas obtenir les parrainages. C'est un constat qui vous a amené à proposer une autre stratégie pour l'UPR. D'ailleurs, il me semble que de nombreuses critiques ont été faites à son encontre. Management trop vertical, impossibilité pour les cadres et les militants d'avoir des initiatives, de nombreux adhérents déçus ont quitté l'UPR, souvent des gens de talent qui avaient des idées, et puis il y a aussi une histoire de compteur d'adhérents. Alors vous me rectifiez si je me trompe. Mais pouvez-vous nous résumer ces critiques hors affaire de harcèlement et nous expliquer la stratégie que vous proposez pour l'UPR? Alors, beaucoup d'éléments en une seule question. Alors oui, bien entendu, nous ne parlerons pas des affaires qui sont pendantes devant la justice.
ce n'est ni le lieu, ni l'heure, et vous avez remarqué d'ailleurs que je ne les ai jamais évoqués lors de ce congrès. Il y a beaucoup d'autres choses à dire. Alors, oui, il y a peut-être, alors, François Asselineau a de grandes qualités de pédagogue, il a particulièrement une excellente mémoire que je lui envie. Mais, comme tout un chacun, et je ne suis pas non plus exempt de défauts, mais il a ses défauts, François Asselineau, et parmi ses défauts, en effet, il ne sait pas animer une équipe. Tout doit passer par lui, pour lui, et pour, on va dire, son destin personnel. Or, je pense que son destin personnel étant malheureusement compromis, il nous faut choisir une autre stratégie, et cette autre stratégie doit s'inspirer des réussites. Et les réussites, aujourd'hui, il y en a une, bien entendu, que nous connaissons tous, c'est le Brexit. Le Brexit qui a été instillé dans l'esprit des Britanniques par UKIP, puis le Brexit Party de Nigel Farage. Nigel Farage qui n'a jamais cherché à devenir lui-même Premier ministre, donc chef de l'exécutif. Il n'y a pas ici, ce serait l'équivalent du président de la République. On sait bien qu'au Royaume-Uni, il y a Sa Majesté la Reine qui est au-dessus de tout cela. Mais en tout cas, chef de l'exécutif, ça aurait été l'équivalent, donc Premier ministre. Or, Nigel Farage n'a pas eu cette stratégie. Il a eu la stratégie d'être suffisamment important, d'avoir suffisamment de soutien populaire pour pouvoir demander aux partis traditionnels, que ce soit le Parti conservateur ou que ce soit le Parti travailliste, de se positionner pour rendre la parole au peuple britannique sur ce sujet. Et finalement, ça a été le Parti conservateur de M. David Cameron qui, poussé par la pression populaire de l'UKIP, a fini par promettre que s'il était élu Premier ministre, eh bien, il organiserait un référendum sur le sujet de l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne, sans lui-même, d'ailleurs, être particulièrement Brexiter. David Cameron n'était pas un Brexiter, mais il a admis le fait que le peuple britannique devait avoir la parole. Il a tenu parole parce qu'il y avait derrière une pression. Eh bien, je pense que c'est rigoureusement la même stratégie que nous devons mettre en place, avec une petite différence, c'est qu'il est vrai qu'on imagine très mal les partis traditionnels actuels comme En Marche, ou le Parti socialiste, ou les Républicains, même s'il y avait une pression populaire, eh bien, ils s'en moqueraient. Ils l'ont déjà fait après 2005. Donc pour cela, il faut la constitution d'un grand rassemblement qui soit bien au-delà de l'UPR, un rassemblement de tous les souverainistes. Alors certains seront frexiteurs durs, je pense bien entendu à l'UPR, peut-être aussi les patriotes qui sont aussi des frexiteurs durs. Et puis il y a des souverainistes un petit peu moins durs, certains diront un peu plus mous, mais alors, la liste est trop longue, mais s'il y a un accord, une plateforme qui permette en plus de soutenir un candidat ou une candidate qui ne soit pas issu de l'un de ces partis, pour pouvoir éviter les querelles d'ego, les querelles d'appareil. Quelqu'un qui puisse avoir le soutien de l'ensemble de la galaxie souverainiste au sens très large, et j'inclus les frexiteurs dedans, eh bien, de dire voilà, on vous prend au mot, on vous soutient pour votre campagne présidentielle, mais en revanche, nous demandons un engagement écrit d'avoir un référendum 1 an ou 2 ans après votre élection. Pourquoi pas tout de suite? Parce qu'on pourrait dire, organisons le référendum tout de suite. Non, il faut pendant 1 an ou 2 ans qu'il y ait la possibilité pour ce nouvel exécutif de préparer le référendum avec des conditions d'information de la population française qui manquent aujourd'hui. Il faut d'abord reprendre
un léger, entre guillemets, contrôle sur les médias d'État, par exemple, pour qu'il y ait la possibilité pour aussi bien ceux qui veulent rester dans l'Union européenne que ceux qui veulent en sortir, comme nous, d'avoir l'égalité de temps de parole. Un référendum immédiat serait une erreur. Donc il faut attendre 1 an, 2 ans. Bon, techniquement, on verra. Mais pour cela, un engagement écrit. Et puis ce n'est pas tout. Un engagement écrit, bon, certains vont dire, les engagements écrits de certains politiques, hein, on sait qu'il y a eu des gens pendant les primaires de gauche ou de droite qui avaient signé comme quoi ils soutenaient le gagnant des primaires, les uns Benoît Hamon, et puis le soir même, il se précipitait chez Macron, de même à droite, Monsieur Le Maire qui avait signé comme quoi il devait soutenir Fillon, ben, il est parti aussi chez Macron. Donc, certains vont dire, oui, mais ces engagements, comment pouvoir être sûr de ne pas se faire avoir? Eh bien, nous demanderons aussi, bien entendu, des circonscriptions gagnables sous l'étiquette majorité présidentielle, et nous obtiendrons un groupe parlementaire. Ce groupe parlementaire sera là pour contrôler, vérifier que les engagements du président de la République ou de la présidente de la République soient tenus, et agir aussi sur les autres points du programme de l'UPR. Par exemple, la sortie de l'OTAN, qui peut se faire en 2 temps, qui pourrait se faire par exemple en sortant du commandement intégré pendant un premier quinquennat, puis totalement hein, au bout d'un second quinquennat. Pourquoi un peu de temps? C'est parce que on peut imaginer que pour réorganiser l'armée française et la défense française pour sortir de l'OTAN, ça ne se fait pas simplement en écrivant une lettre au président des États-Unis, comme ça a été dit. Il y a des tas de choses d'un point de vue d'organisation interarmes qu'il faudra refaire. Nous avons aussi perdu une grande partie de notre autonomie stratégique sur, par exemple, la fabrication des munitions. Donc tout ça, ça demande un certain temps et ça doit se préparer. Mais notre but ultime, bien entendu, ce sont les 3 sorties. La sortie de l'euro, assez vite. La sortie de l'Union européenne par ce référendum et la sortie de l'OTAN en 2 temps, je pense, personnellement. Sortie du commandement intégré, donc nous ne serons déjà plus entraînés dans des guerres illégales en sortant du commandement intégré, puis une sortie totale quand nous aurons récupéré l'ensemble de notre autonomie stratégique. Voilà, à mon avis, la stratégie gagnante. En revanche, une candidature qui aujourd'hui me paraît impossible, que ce soit de François Asselineau ou que ce soit de n'importe qui de l'UPR pour pouvoir gagner en 2022, ça me paraît totalement illusoire. Il faut quand même partir des réalités. Voilà. Donc, le principe, c'est que si seulement, il y a un cas où il faudrait quand même être présent à l'élection présidentielle. C'est dans le cas, mais qui me paraît maintenant assez peu probable, où aucun candidat souverainiste ne s'engagerait à faire ce référendum. Ce référendum qui, je le rappelle, est obligatoire pour sortir de l'Union européenne. Il est obligatoire puisque nous devons modifier la Constitution française, l'article 88 alinéa 1, qui dispose de notre appartenance dans l'Union européenne. Donc on ne peut pas activer le fameux article 50 du TUE sans préalablement avoir modifié la Constitution. Donc dans tous les cas de figure, j'entends des gens qui disent « Oui, mais si on est élu avec un président frexiteur, si François Asselineau devient président de la République, eh bien, il n'a pas besoin de faire un référendum. » Je dis non, regardez la Constitution. François Asselineau, d'ailleurs, lui-même, l'a dit dans certaines de ses interventions. Et puis, à d'autres moments, il a dit que lui élu, il n'avait pas besoin de ça. Bon, des petits détails. Mais en tout cas, sachons que ce référendum est obligatoire pour pouvoir activer l'article 50. Donc, je le répète, c'est notre but ultime. Et il faut, pour que ce référendum soit gagné, qu'il y ait auparavant une période où les médias soient contraints
par des lois de pluralité, de donner la parole aux uns comme aux autres, puisqu'aujourd'hui, on entend malheureusement, et nous le savons tous, beaucoup plus les européistes que les autres. Le congrès prévu pour le 11 juillet vous semble se présenter sous des formes non démocratiques, François Asselineau étant le seul à parler sur EPR TV. Vous avez réclamé la possibilité d'avoir un débat contradictoire avec lui. D'autre part, si j'ai bien compris, les signataires du Bureau national ont entamé une action en justice invoquant le fait que la convocation du congrès du 11 juillet n'était pas conforme au statut et réclamant que ce congrès se tienne à l'automne dans des conditions démocratiques. L'audience doit avoir lieu le 2 juillet. C'est bien cela ? Alors, je ne voudrais pas m'avancer sur les dates, car vous savez, la justice, il y a parfois un petit peu de report ou autre. Bon. En tout cas, ça aura lieu début juillet. La décision aura lieu avant le congrès du 11. Nous, bien entendu, nous voulons qu'il y ait le maximum de temps pour que chaque adhérent de l'UPR puisse sous-peser les différentes propositions. Il y a maintenant 3 listes, par exemple. Bon, il se trouve qu'il est tout à fait normal, à mon avis, que ces 3 listes aient une égalité de temps de parole. D'ailleurs, c'est marqué dans notre règlement intérieur. Alors, j'entends M. Sema qui dit non, il y a seulement égalité de temps de parole au 2e tour, s'il y a un 2e tour. Ça me paraît quand même assez peu démocratique de ne pas donner de temps de parole avant le 1er tour. Bon. Chacun jugera, en tout cas, de cette réponse de M. Sema, qui a l'air d'être un porte-parole de M. Asselineau. En tout cas, il s'exprime ainsi. Donc oui, je pense que les conditions pour un congrès serein ne sont pas réunies. J'avais demandé à François Asselineau au moins de pouvoir débattre sur UPR TV. Je n'ai pas eu de réponse officielle, j'ai eu des réponses par M. Sema qui dit non. UPR TV, non, c'est seulement pour pouvoir expliquer, donner la bonne parole à l'extérieur et pas pour des problèmes intérieurs. Mais ça ne tient pas, puisque M. Asselineau lui-même, François Asselineau, s'est exprimé sur les problèmes les problèmes internes à l'UPR. Et c'est là où il a parlé donc de putschiste, ou je ne sais plus quel terme peu amène il a employé. Donc il a bien lui-même exprimé sur UPR TV les problèmes internes à l'UPR. Il ne peut pas utiliser cet argument pour pouvoir dire que des curieux qui passeraient par hasard sur UPR TV ne seraient pas au courant des problèmes du Congrès et les découvriraient ainsi. Non, c'est un argument qui ne tient pas. Donc, je pense qu'il n'y a aucun argument réel et sérieux pour pouvoir empêcher un débat. Aucun. Ce serait un déni de démocratie que d'empêcher cela. Et je n'ose imaginer que François Asselineau se défile devant cette obligation. Si vous êtes élu, vous allez mettre en œuvre votre stratégie. Donc, priorité à l'obtention d'un référendum. Alors, comment comptez-vous pouvoir obtenir ce référendum ? Un référendum d'initiative partagée ? C'est pas évident. On a vu avec ADP. Il faut un nombre suffisant de parlementaires. Certes, si j'ai bien compris, vous préconisez des alliances avec d'autres souverainistes aux législatives. Mais de quels souverainistes parlez-vous ? Vous savez comme moi que le terme a été dénaturé et que les grands médias entretiennent la confusion avec l'extrême droite. Même Michel Onfray, qui est plutôt un adepte de Proudhon, est qualifié de fascisant. D'autre part, les législatives, elles ont lieu dans la foulée des présidentielles. Et je pense que vous n'avez pas envie de revoir la comédie du duel Macron-Le Pen au second tour. Alors, je précise ma question, ou plutôt mes questions. 1.
Pouvez-vous clarifier le terme souverainisme tel que vous l'entendez? 2. Avec quel souverainiste pensez-vous pouvoir passer des accords électoraux? 3. La France insoumise a des positions très équivoques sur l'Union européenne, mais pourtant elle dénonce les traités européens, et elle représente une force électorale considérable. Pensez-vous qu'il soit jouable de soutenir une candidature Mélenchon ou autre en 2022, dans l'espoir d'obtenir un référendum sur notre appartenance à l'UE, à moins que vous ayez une autre idée derrière la tête? Eh bien oui, j'ai une autre idée, et d'autres d'ailleurs ont une autre idée derrière la tête. Plutôt que de soutenir un Mélenchon ou une Le Pen, je n'ai confiance ni dans l'un ni dans l'autre. Pour des raisons un peu différentes d'ailleurs, mais je pense que ce sont les deux pièces d'une même médaille de l'heure qui amènent l'un comme l'autre, ou l'une comme l'autre, vers des échecs. Et il n'existe dans le champ politique que pour cela. Non, il y a des, aujourd'hui, on le sait, ça se discute dans les milieux parisiens, on sait qu'il va y avoir une candidature souverainiste. Alors, vous avez cité Onfray, ce sera sans doute pas lui, mais ça va être des gens autour, hein, voilà, tout ce qui se passe autour de Front Populaire, c'est pas pour rien. Il y a des... Je ne peux pas citer de nom, bien entendu, ce serait un peu faire les oracles, mais on sait bien qu'il va y avoir une candidature qui va mettre tout le monde d'accord sur au moins cette idée de pouvoir effectuer un référendum. C'est autour de cela où il peut y avoir la possibilité d'être au second tour. Et si on est au second tour, eh bien, que ce soit en face Marine Le Pen ou que ce soit en face Emmanuel Macron, nous gagnerons facilement. Il faut réussir à être au premier tour. Et au premier tour, ça ne pourra pas être François Asselineau, pour les raisons que nous avons indiquées, mais même sans ces raisons-là, François Asselineau, même s'il n'avait pas les problèmes qu'il rencontre aujourd'hui, pourrait faire 2-3%, et puis s'il faisait 3%, par exemple, il viendrait nous dire, après l'élection, qu'il a augmenté son score de 300% et que c'est une grande victoire. Ben non, ce n'est pas ce dont nous avons besoin en 2022. Nous avons besoin de passer le premier tour et de gagner au second tour. Et en effet, là, vous parlez d'alliance pour les législatives. Ben, ce sera une majorité présidentielle derrière 5 ou 7 candidats. Eh bien, là, il y aura une dynamique. Et en effet, nous pourrons obtenir des circonscriptions et nous pourrons gagner beaucoup de postes de députés. Et là, nous pourrons vraiment agir. Nous ne serons plus dans une opposition qui est aujourd'hui certes intéressante, mais stérile. Aujourd'hui, l'UPR telle qu'elle est a de nombreuses qualités, puisqu'elle dit sur les questions de l'heure la vérité. Mais cette vérité est entachée derrière d'une incapacité à pouvoir être entendue. À la fois médiatique, c'est vrai, il y a un blackout, mais d'autres savent le faire sauter, ce blackout. Regardez Onfray, par exemple, ben lui, il y arrive. Il passe à la télévision, il passe dans les journaux. Or, maintenant, il n'a pas toujours dit cela, mais maintenant, il dit la même chose que nous. Devons-nous dire « Ah, nous refusons la parole d'Onfray » alors qu'il vient, noir sur blanc, dire qu'il était pour le Frexit. Certains vont dire « Mais il ne l'a pas dit en premier. » Et alors, l'important, ce n'est pas d'être le premier, le seul et l'unique, surtout quand le premier, le seul et l'unique a lui-même copié
cette idée dans un livre 10 ans auparavant. Voilà. Si on lit le, le syndrome de l'ortolan d'un certain monsieur Upinski, on trouvera exactement les thèses que François Asselineau dit avoir découvertes en 2007. Non, c'est 10 ans avant. Chacun s'inspire d'autres personnes. Et François Asselineau n'a jamais dit j'ai lu le livre de M. Upinski. Il aurait très bien pu le faire. Il aurait pu rendre hommage à M. Upinski. Il ne l'a pas fait. Bon, à ce moment, on peut très bien pardonner à M. Onfray de ne pas citer François Asselineau. Les idées n'appartiennent au bout du compte à personne. Donc, si Onfray, ou autour d'Onfray, je pense que ce sera d'ailleurs plutôt autour d'Onfray, il y aura une candidature médiatique qui cassera le plafond de verre médiatique, qui sera entendue et écoutée et qui fera un excellent score. Nous devons faire partie de cette grande aventure. Nous devons hisser les voiles. Le vent de l'histoire souffle dans le bon sens. C'est le moment. Ne le ratons pas. Si vous le voulez bien, nous allons terminer cet entretien avec une question plus légère. Vous habitez Tours. Tours, c'est à côté de Chinon. Chinon, c'est Rabelais et le bon vin. Je sais qu'il existe une confrérie des entonneurs rabelaisiens de Chinon. Philippe Comte, êtes-vous chevalier de l'ordre des entonneurs de Chinon? Eh bien non. Alors, eh bien non. Alors, c'est bien dommage parce que j'aime beaucoup le vin de Chinon. D'ailleurs, peut-être il faudrait que je les contacte. Alors, d'ailleurs, votre question sur Chinon, ça m'a fait penser à deux choses. Tout d'abord, ben, comme le disait Rabelais, Chinon, petite ville, grand renom. Puis ça m'a rappelé une conférence de François Asselineau. C'était pendant la campagne européenne à Bourges. Et alors moi j'ai eu le droit de parler 7 minutes. Il m'avait dit vous avez 7 minutes à parler. Alors, concentrer mon intervention essentiellement sur demander l'élargissement de Julian Assange, je me souviens. Et puis après François Asselineau avait pris la parole pendant 3h30, 4h, 4h30, je ne sais plus. Enfin, c'était long. Et pendant environ une demi-heure, François Asselineau nous a asséné, puisque nous étions à Bourges, que Charles VII, après le traité de Troyes, l'infâme traité de Troyes de 1420, eh bien, le roi de Bourges, c'était Charles VII, le dauphin, et qu'il avait rencontré à Bourges Jeanne d'Arc. J'ai écouté. Je me suis retourné vers Vincent Brosseau, qui était mon voisin. C'est pas à Bourges, c'est à Chinon. Et après, je suis allé voir François Asselineau, je lui ai dit bonsoir, président, vous avez fait un très beau discours. Toutefois, je me permets de vous signaler que vous avez fait une petite confusion. Vous avez dit que Jeanne d'Arc avait rencontré Charles VII ici à Bourges. Vous l'avez répété pendant longtemps. Or, c'est un Chinon. Et François Asselineau m'a répondu vous n'allez pas en apprendre l'histoire de France. Et puis, ça me rappelle aussi, comme vous le dites, la confrérie des buveurs de vin de Chinon. Je ne sais pas, je ne connais pas toutes ces confréries. Moi, je ne fais partie d'aucune confrérie. Et justement, des partisans de François Asselineau, même quelqu'un qui est sur sa liste, certaine Emeline, elle se reconnaîtra, écrit sur Internet que je faisais partie de la franc-maçonnerie.
Alors, je ne suis parti d'aucune confrérie, que ce soit les buveurs de vin de Chinon ou que ce soit la franc-maçonnerie. Alors, à Tours, je connais des amis qui sont maçons, comme je connais des amis qui sont catholiques, comme je connais des amis, etc. Mais moi, je ne suis rien du tout. Je ne suis contre, d'ailleurs, l'ésotérisme, je préfère l'exotérisme. Je n'aime pas particulièrement les symboles, les choses cachées, etc. Ça m'ennuie. Moi, je préfère quand les choses sont claires, nettes, précises et qu'elles ne sont pas. Bon. Non, moi, j'ai absolument rien contre quiconque. Mais je ne vois pas en quoi cette Emeline a trouvé comme quoi je faisais partie de cette confrérie. Je trouve que c'est pratique. Ça dessert notre parti. Ça dessert notre parti. Voilà encore des choses qui traînent sur le net. Enfin, ce sont des pratiques, je sais pas, ça, on dirait Vichy. C'est nul, c'est nul. Comment François Asselineau a-t-il pu prendre sur sa liste des gens qui vont donner une si mauvaise image de notre parti? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Ou alors peut-être que si, en fait, je le comprends. Il a vraiment un grand problème de management des équipes et de ressources humaines. C'est ce qui lui a amené sans doute les problèmes précédents. Et si demain, par malheur, l'UPR continuait avec ce type de méthode, eh bien, nous irions de mal en pis. Merci Philippe Comte pour votre accueil et pour cet entretien passionnant. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi. Alors, on débriefe. Tout d'abord, on peut remarquer que Philippe Comte n'a pas répondu à la question sur la définition du mot souverainisme. Pour les médias officiels, c'est un gros mot. Pour moi, c'est l'opposé de la pensée officielle néolibérale, pensée quasi-religieuse, croyance aux bienfaits des traités de l'Union européenne. Est souverainiste tout citoyen qui souhaite que la France puisse être maîtresse de sa monnaie, par exemple pour effectuer une dévaluation compétitive qui serait créatrice d'emplois, et plus généralement, libre de sa politique économique en n'étant plus soumise au carcan des traités européens qui imposent la libre circulation des capitaux et donc les délocalisations et l'évasion fiscale, qui imposent la destruction des services publics, les privatisations à outrance, la réforme des retraites et la suppression des acquis sociaux. Être souverainiste, c'est vouloir que la France, que le peuple français devienne maître de son destin. Et c'est une condition nécessaire à la démocratie. Seulement, il y a des souverainistes de droite et puis il y a des souverainistes de gauche, et je pense que Philippe Comte a voulu éviter les sujets qui fâchent, par exemple sur l'immigration. Ceci étant dit, Philippe Comte part du principe qu'une candidature UPR en 2022 est vouée à l'échec, avec Asselineau ou sans Asselineau. Comment voulez-vous passer de 1% au minimum de 20% pour figurer au second tour? Faut pas rêver, il n'y a pas de miracle. Philippe Comte pense qu'une union des souverainistes appuiera une candidature médiatique issue de la galaxie Michel Onfray et souhaite que l'UPR fasse partie de cette union. Cette stratégie devrait conduire à l'élection d'un président ou d'une présidente qui s'engagerait à mettre en œuvre un référendum non faussé sur notre appartenance à l'Union européenne. Je ne sais pas si ça marchera, mais en tout cas,
Cette stratégie me semble bien meilleure que celle d'un candidat loser de l'UPR à l'élection présidentielle. Si l'UPR adopte cette stratégie, je crois que je prendrai ma carte. Alors, mes amis, je pense que cette vidéo est très importante et je vous demande de la partager. Partagez-la, partagez-la au maximum. Et puis, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Vous êtes peut-être d'accord avec ce qui a été dit. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous avez écouté les arguments. Dans les deux éventualités, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soyez gentil, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à C'est dans l'air, vous pouvez le faire maintenant. C'est gratuit, et ça nous encourage.